Bienvenue à notre émission sur notre chaîne Smile and Love. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Smile and Love, notre chaîne YouTube Smile and Love. Moi, c'est Ketili Lionel Wakazolo. Je suis étudiant master en Chine en Business Administration. C'est Ritz Bayo. Depuis la Chine, j'ai fait le master en Business Administration. Moi, c'est Alice Kassongo. Et aujourd'hui, je vais rejoindre l'équipe pour le partage de nos différentes questions très importantes. Et je vous invite de vous abonner et de liker, partager massivement. Merci, à tout à l'heure. Des profiteurs et des nonchalants, des hommes sans cœur, de faux amis. Alors, salut à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle capsule. C'est beaucoup de joie toujours, comme je le dis souvent. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de ne pas être en studio solo, mais je suis accompagné de beaucoup de gens. Je suis accompagné des personnes bien. Nous sommes ici pour repartager encore sur les sujets que nous avons abordés dans les anciennes vidéos. Vous savez que nous avons eu presque tout un mois à parler sur comment construire un couple solide. J'ai eu des questions, j'ai eu beaucoup des petites questions qui n'étaient pas bien expliquées. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir des gens, des frères, des sœurs, des responsables, des personnes qui ont bien voulu accepter notre invitation pour que nous puissions partager avec elles tous les points sombres, tous les sujets un peu difficiles à aborder, qui des fois ne sont pas facilement abordés dans nos vidéos que nous faisons directement. Donc, c'est avec beaucoup de joie. J'aimerais rappeler que nous avons touché beaucoup de points sur construire un couple solide. Nous avons fait à peu près 5 vidéos pendant près de 1 mois et demi. Mais aujourd'hui, nous voulons partager avec ces personnes et voir. Elles seront comme ambassadeurs pour vous, pour nous accompagner, pour poser des questions que vous posez aussi par rapport à tout ce que nous avons dit. Alors, ça se passe ici et c'est maintenant. J'ai dit bonjour à tous. Bonjour. Alors, soyez tous et toutes les bienvenus à notre émission Smile and Love. Aujourd'hui, vous êtes là pour être ambassadeurs de ces personnes qui nous suivent et qui se posent aussi autant de questions que vous par rapport à tout ce que nous avons dit. J'ai toujours dit à tous ceux qui m'accompagnent dans ce ministère que l'amour est un sujet tributaire. Chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de comprendre. Ça, on ne peut pas en vouloir à personne. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, alors, je vous laisse la parole. Je ne vais pas monopoliser la parole. Celui qui a une question, déjà de départ, je sais que vous êtes venu avec beaucoup de questions. Je suis prêt à être bombardé et je suis prêt à recevoir vos questions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. On peut partir de là. Moi, j'ai une question. L'autre fois, vous avez parlé de l'engagement et vous avez dit l'engagement, c'est une décision. So, ma question est de savoir comment savoir si on est prêt pour s'engager. Et à ce que je sache, c'est pas un péché d'être célibataire, mais aussi c'est pas bon que l'homme soit seul. So, comment savoir when you are ready pour que tu sois dans une relation, pour que tu t'engages dans une relation? Wow, très bonne question, j'avoue. Comment savoir when you are ready? Quand tu as faim, comment tu sais que tu dois manger? Ok. Ou quand tu as soif, comment tu sais que tu dois boire de l'eau? Il y a une des choses que les gens un secret que j'ai découvert dans la vie et que je donne à tout le monde, il faut tout faire naturellement. Quand vous devez forcer quelque chose, le départ est mauvais. Tout doit se faire. Il y a un âge, il y a un niveau, même pas un âge, il y a un niveau de votre vie où vous sentez que vous ne devez plus être seul. Parce que soit ça devient un handicap, soit ça devient, ça devient un retard de cycle. Quand je parle d'un niveau de vie, je ne parle pas d'âge normalement. Parce que la vie est un cycle. On doit grandir, étudier, bon, même pas étudier, moi je peux ça être formé pour la vie. Et quand on commence à construire sa vie, dès le moment où on commence à être clair. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un est étudiant, forcément, il n'est pas en train de penser au mariage, il est en train de penser à sa formation. Cette formation qui va l'aider à construire une vie. Une fois qu'il a acquis la formation adéquate et qu'il commence à penser à construire sa vie, ayant une vision de sa vie, naturellement,
il doit penser à quelqu'un qui va l'accompagner. On dit souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais tous ceux qui sont seuls ne vivent pas forcément la meilleure des vies. OK? Et le mariage ou l'engagement doit être ressenti comme un besoin, pas comme une envie. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu as faim, tu sais que je dois manger. Ça, c'est naturel. Donc, quelqu'un qui commence à... Quand vous arrivez au point, il y a même des gens qui... C'est la question que j'aimerais même répondre, sous-entendre cette question-là. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'ils trouvent un travail, pensent qu'ils doivent construire une maison, ils doivent d'abord avoir l'argent en banque pour s'engager. Non, il y a des gens qui... En fait, tu n'es pas obligé d'attendre ça. Dès le moment où tu commences à créer, tu commences à penser à ta vie, c'est en ce moment-là que tu commences à... C'est le bon moment pour chercher quelqu'un. Parce qu'au cas contraire, ça sera juste une envie. Et malheureusement, c'est ça le cas de plusieurs. Donc, ils ont juste envie de ne pas être seuls. Et ça, c'est déjà un mauvais départ. Je réponds à la question. Je ne sais pas s'il y a une deuxième question, on peut y aller rapidement. Oui, ou bien s'il y a une rhétorique sur ce qu'elle vient de dire. Bon, mais moi, je pense que tout a été dit. Hein. Okay, moi vraiment, je vais m'aligner sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, avec votre point de vue dans ce sens-là. Donc, je pense que pour moi, sur ce point-là, c'est honnête en fait. C'est comme ça. Donc, comme vous venez de souligner que l'engagement, en fait, c'est pas quelque chose, bon, parce que je vais m'engager comme voilà. Donc, c'est quelque chose, je pense que voilà, là, il était question pour moi d'eux. Voilà. Et c'est là où on doit se lancer. Parce que comme vous venez de le signaler, que parfois on arrive à un certain âge où bon, le fait d'être seul, le fait de ne pas être engagé peut aussi être un handicap. Tout ça, voilà, tu as des pressions de partout. Et par contre, si tu as quelqu'un auquel qui peut te soutenir, que vous pouvez partager les... Parce qu'on arrive à un certain âge où bon, tu ne peux pas tout dire à maman ou à papa. Vous voyez, quand on était petit, quand on voit papa, maman, voilà, mais à un certain âge, tu as peut-être besoin de quelqu'un avec qui vous pouvez tout s'échanger, se soutenir sur tous les plans en fait. Donc moi je pense que ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord avec ça. Super. Bon, moi j'ai une question dont ça ligne un peu avec sa question. Aujourd'hui, ce que j'entends dans la plupart des femmes, certaines ont peur de s'engager directement, même si elles sentent que ça c'est les bons moments. Mais en voyant d'abord déjà tout ce qui se passe dans le mariage, dans des relations, c'est dit que peut-être faudrait mieux que je puisse d'abord me retrouver moi-même dans la vie, puisse avoir un peu d'argent pour moi-même, peut-être que je peux payer quelque chose pour juste me mettre en sécurité avant de me lancer dans une relation. Parce que quand tu te maries, tu dois dépendre totalement de ton homme. Et même si par exemple tu avais des rêves, parce que quand tu te maries, ce n'est plus question de ta vision, tu suis la vision de l'homme. Donc tu t'allies à sa vision et toi tu deviens juste une aide. Mais quand tu as par exemple une vision, tu te dis que peut-être si je me marie déjà, peut-être ma vision ou bien mon objectif ou mon rêve sera étouffé. Peut-être faudrait mieux que je puisse d'abord faire quelque chose et puis après je peux maintenant me lancer. Je vais répondre à la question. Ouais, c'est quoi maintenant la question? La question, la question est de savoir, est-ce que c'est aussi une bonne idée? Je vais répondre par une question et puis je vais expliquer après. Dans le sens où tu prends ton temps, oui, tu fais ce que tu fais et puis tu te maries et puis l'homme dit, bon, tu arrêtes tout ce que tu as fait. Bon, là, même s'il arrête, tu sais déjà que c'est en ton nom, c'est avant le mariage. Même si tu arrêtes, c'est dans ton compte. Okay. Parce que mais quand vous vous mariez, on choisit, comment on dit, séparation de biens et tout ça. Même si vous choisissez des communautés de biens et tout ça, on compte, ce sont des... Bon, il y a des fois où tu peux compter des histoires qui sont... que tu as eues. C'est après le mariage ou bien avant le mariage, par exemple, c'est exclu. C'est juste après le mariage que tout vous appartient. Mais quand, par exemple, après le mariage, ou soit même avant le mariage, tu as vu à payer des histoires, tu te dis, ça va passer, même s'il m'arrête, ou bien même s'il disait que tu ne continues plus. Moi, je sais déjà que j'ai un compte en banque quelque part, j'ai quelque chose à part et tout. Je suis quand même en sécurité. Ah, voilà, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que l'idée est bonne? En fait, derrière, c'est une peur de sécurité. En fait. C'est un besoin de sécurité.
En fait, au lieu d'attendre d'avoir ça pour se marier, la véritable question à se poser, c'est pourquoi ne pas chercher quelqu'un qui va protéger la chose? Quelqu'un qui sera une véritable sécurité. Parce que, de toute façon, d'une manière comme d'une autre, nous avons une longue vie. Tout ce que nous acquérons, on le voit. Le jour où vous payez une parcelle, c'est le jour où vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi grave que ça. Le jour où vous payez une voiture, c'est le jour où vous vous rendez compte, la voiture n'est pas aussi grave que ça. Vous voyez? Tout ce qu'on acquiert comme un bien matériel dans la vie, au bout d'un compte, quand vous l'avez, vous sentez que ce n'est pas aussi grave que ça. Alors, au lieu d'avoir peur de s'engager, moi, la proposition que je ferais, que cela soit un critère de choix. Quelqu'un qui a déjà des biens, qui a une vision, une femme qui a une vision, qui a des biens, devra ajouter dans sa liste des critères une personne qui peut me sécuriser. Si c'est vraiment une peur de la personne, elle doit d'ailleurs en faire vraiment un sujet très important. C'est par exemple, nous les hommes de Dieu, tu as un appel, tu as une vision. La première des choses sur laquelle on regarde dans une femme, c'est où la Seigneur a biché à ministère. C'est la première des choses. On se dit, il faudrait que je trouve quelqu'un qui ne va pas détruire mon avenir. La sécurité est la première des choses. Tant que j'ai devant moi une femme qui est intelligente, qui a fait master, je sais pas, qui a fait chirurgie, qui est comme une lune, mais je sens que la personne peut me détruire. Déjà, je l'exclus. Parce que je ne sens pas la sécurité, je ne sens pas la longévité. Donc, au lieu d'en faire une peur d'engagement, ça devait être un critère d'engagement. Donc, tout ce qui vous fait peur devra être même des critères sur lesquels vous devez faire votre choix. Donc, je crois que c'est un peu ça. Il ne faut pas attendre. Attendre aussi plus longtemps n'est pas une solution, mais il faut savoir que toutefois, on n'aura pas à 100% tout ce qu'on cherche dans un choix. Donc, il faut le faire, il faut juste être conscient que, bon, d'accord, c'est ça qu'il me faut. Il me faut ça, non ça. Donc, c'est un peu ça. Une autre question? Oui, bon, moi j'ai une question, pas peut-être dans le même sens que les dames tout à l'heure. Moi, je parlerai un peu plus du point de vue de la confiance. Donc là, je me base sur un point où vous décidez déjà de vous mettre ensemble et que je sais que la confiance est l'une des choses la plus importante dans le couple. C'est quand il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la compréhension et autres, tout va vraiment partir en vrille. Alors, j'aimerais peut-être savoir ici quelles sont les méthodes ou quelles sont les choses qu'entre partenaires, on doit utiliser ou les méthodes qu'on doit employer pour améliorer la confiance mutuelle, la compréhension mutuelle dans le couple. Ok. Je crois qu'il y a la confiance se donne. C'est un don que l'on fait. On donne sa confiance. On fait confiance aveuglement. Et quand on s'engage, surtout pour faire des grandes choses, on donne sa confiance. Il y a des hommes qui testent la confiance d'une femme, par exemple. Ils essayent, ils mettent sa femme dans une épreuve. Quand ça devient comme ça veut dire qu'il y a un problème. Quand vous vous sentez obligé de tester, c'est qu'il y a un problème. Vous devriez, en faisant votre choix, regarder les valeurs de la personne. La confiance, c'est vraiment un don. Vous n'allez ni la construire, ni, je ne sais pas, la forcer à la personne. Quand on aime, on fait confiance. C'est d'abord ça. Vous ne pouvez pas construire la confiance. Je ne sais pas si vous comprenez. En répondant maintenant de manière simple, c'est qu'il y a un vieux à moi qui me disait « Deviens bête quand tu te maries ou quand tu t'engages avec quelqu'un. Laisse que la personne te traite de toutes les manières. Quand tu t'engages, tu te laisses aller. Il y a des personnes qui sont capables de vous montrer qu'ils vous font confiance, qu'ils sont dignes de confiance, mais qui vous dribblent derrière. Voici ce que moi je fais. Tout ce qui est manque de confiance, ok, tout va se savoir un jour. Ok? C'est que pour moi, je laisse passer. Mais le jour où je découvre que tu ne mérites pas la confiance, c'est fini. Je ne reviens pas en arrière. Donc je donne la confiance. Quand quelqu'un la brise, c'est fini. Il n'y a plus besoin de... Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez un peu. Donc c'est une chose précieuse qui est vraiment précieuse que si la personne à qui je donne confiance
je me rends compte qu'elle n'est pas digne de confiance, ma décision est déjà prise. Et je laisse savoir à cette personne-là que je te fais confiance. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que là, je suis à toi. Ou bien je me donne. Mais s'il arrive que je le découvre, vous voyez ce que ça fait? Quand on arrive à ce point-là, je rentre. Mais maintenant, la question le souci que vous avez, c'est de savoir, c'est celui de savoir comment je découvre que la personne, elle est digne de confiance. Oui. C'est d'ailleurs la véritable question. C'est au départ, vous devez regarder dans les petites choses. Okay, quand vous approchez une femme, quand vous approchez un homme, regardez dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. C'est un principe. Regardez dans les petites choses. Vous avez une femme, vous avez une conjointe ou une partenaire. À peine vous lui donnez, c'est pas 100 renminbi ou je ne sais pas, 200. Vous regardez comment la personne se comporte. À peine vous lui dites un secret, vous regardez comment elle se comporte. Déjà, dans les premiers jours de votre relation, 100% des signes se montrent. Mais la plupart des gens ne regardent pas ça. C'est là qu'ils s'embourbent dans l'amour. Et puis à un moment donné, ils se rendent compte que la personne n'était pas digne de confiance. Mais lui n'avait pas les yeux ouverts. Au départ, déjà, il y avait déjà des petites choses qui pouvaient laisser sentir que ça n'est plus utile de voir. Hein? Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment bien. Donc, il faut, avant de vous engager, de vous donner votre parole, de bien regarder. Si la personne est digne. Une fois que vous êtes dit oui, c'est fini, là, il faut partir. Mais sur ce point, vous avez dit qu'il faut bien regarder. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est si simple que ça, parce qu'en ma connaissance, c'est selon ce qu'on voit dans la vie. Hein. Vous voyez, quand tu approches quelqu'un, que c'est une personne avec qui peut-être tu n'as pas connu bien avant, ou bien vous n'avez pas vécu dans une même famille. Et parfois, la personne te donne une facette d'elle que peut-être tu n'arrives pas bien à cerner. Moi, je vois, par exemple, cette personne, je me dis, c'est une bonne personne, voilà. Et elle peut faire en sorte que, bon, voilà, c'est une bonne apparence, je vais être attiré, je vais vraiment être séduit. Dans ce sens, je me dis, là, ça va. Et parfois, quand tu te lances, plus que vous allez faire chemin, plus que tu te rends compte que non. Mais apparemment, ce n'est vraiment pas la personne que je pensais. Parce que c'est aussi ça. Vous venez à peine de souligner un point très, très sensible pour dire que, voilà, tout se passe dès le début. Ouais. Mais il y a des personnes également qui, au début, qui te fait comprendre, croire même qu'il est personne d'autre. Et en fin de compte, dès lors qu'il va sentir il te prend, voilà, tu lui donnes la confiance, tu lui mets en valeur, voilà, en fin de compte, la personne change. Okay. Et comment doit-on réagir face maintenant à ces situations? Voilà, c'est comment une fois, je vous donne un exemple, une anecdote. Une fois, je suis avec ma femme, elle me présente quelqu'un. Elle dit non, tu sais, cette personne, c'est une très bonne personne et tout ça. Je salue la personne. Bonjour, comment ça va? On parle, la personne me sourit, elle me parle bien. Et puis je reviens, je lui dis, écoute, ta personne là, je ne la sens pas bien. Parce que quand vous parlez avec les gens, vous ne regardez pas leurs yeux. Les yeux sont la porte de l'âme. Dans le regard se cache la personnalité. Quels que soient les gestes que la personne peut faire, tout se passe dans les yeux. Il faut savoir parler avec quelqu'un en le regardant droit dans les yeux. Très important. Dans les premiers jours où vous rencontrez une personne, regardez-la dans les yeux. Les yeux vont vous parler. Bon, moi, j'ai un petit peu fait de psychologie et tout ça. J'ai la capacité quand je rencontre quelqu'un, sans dire que cette personne, je dois faire attention avec elle. Le premier jour, comme ça. Je peux croiser quelqu'un comme ça. Je suis pasteur, bon, ça fait des années, on doit étudier la psychologie. Mais avec aussi la maturité, même les parents. Quand vous ramenez une fille à vos parents, le premier jour, tu te dis, je ne la sens pas. Tu vas arriver à la regarder, ça va? Le regard, dans le regard, il y a tout. L'âme se traduit par les yeux. Et il faut regarder quelqu'un dans les yeux quand vous parlez avec la personne. C'est pourquoi dans les rendez-vous, par exemple, quand vous allez dans les rendez-vous, parlez avec la personne dans les yeux. Regardez-la droit dans les yeux. C'est dans les yeux que tout se passe. Et vous allez remarquer que souvent, au début, les gens ne se regardent pas dans les yeux. Oui, c'est quand il y a des problèmes qu'on se regarde dans les yeux. C'est comme là, que vous vous regardez maintenant, vous sentez maintenant la colère. En fait, c'est ça le problème. Quand vous croisez une femme pour la première fois, vous regardez ses cheveux, vous regardez tout ça là, mais vous ne regardez pas les yeux. Dans les yeux se cache toute la personnalité. Vous sentirez si la personne est triste par les yeux, si elle est en colère par les yeux, si elle est gênée par les yeux, si elle est hypocrite par les yeux, si elle fait semblant
Vous allez sentir quelqu'un qui te fait rire, mais quand tu regardes dans les yeux, tu sens autre chose. Regardez les yeux, vous verrez. Par exemple, vous pouvez être avec quelqu'un, vous êtes avec votre femme, elle salue votre ami, regardez dans les yeux comment elle le fait quand elle le salue. Tu sens que cette personne n'est pas à l'aise avec d'autres personnes. Mais les gens ne regardent pas ça. Les gens, ils ne tiennent pas compte de ces petites choses. Donc, pour moi d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles nous faisons Smile and Love avec le temps, c'est que nous allons commencer aussi à apprendre aux gens à lire les langages corporels. Il faut être sincère. Il faut être sincère dans les choses. Ne soyons pas... Vous voyez, quand on fait un choix, ne soyons pas plaisantins. Ou encore... moi, je dis aux gens qui font des mauvais choix que vous êtes aussi responsables. Car ce qui se ressemble, ça ressemble. Toujours. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui est mauvais, que vous ne vous êtes pas rendu compte au départ, ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité en vous. Vous n'avez pas été assez mature pour vous rendre compte dès le départ. Donc, il faudrait que les personnes se préparent. Il faut une préparation à l'engagement. C'est très important. Il faut se préparer à ça. Il ne faut pas y aller comme ça. Parce que c'est un petit détail, mais qui fait la différence. Excusez-moi peut-être d'insister un peu trop. Ouais. En fait, tout à l'heure, en reprenant la question des dames tout à l'heure, vous avez dit, voilà, on ne peut pas peut-être rencontrer la personne dont on rêve à 100%. C'est-à-dire qu'on a toute une liste de critères, voilà, je voudrais quelqu'un comme ceci, comme cela, etc. Voilà. On ne peut pas peut-être rencontrer une personne comme de telle. Mais moi, en fait, je voulais un peu savoir encore, toujours sur le même point. Okay? C'est-à-dire, vous avez dit, il faut être catégorique, il ne faut pas être plaisantin. C'est même le mot que vous avez utilisé. Maintenant, est-ce que en étant catégorique, quand je rencontre la personne, c'est-à-dire la première fois qu'on est sorti avec la personne pour dîner, voilà, et je me rends compte que la personne, c'est vraiment pas trop, elle est peut-être un peu hypocrite, tout ça. Est-ce que donc, ce même jour-là, je dois décider de tout arrêter? Ou au cas contraire, je peux me dire, bon, voilà, on essaie un peu de voir, parce qu'il y a aussi des contextes comme ça. Il y a des personnes qui, au départ, avaient un comportement négatif, et en étant avec vous, la personne ne va peut-être pas s'améliorer à 100%, mais la personne peut également avoir votre influence. Et d'autant plus que la personne t'aime, elle peut également changer au nom de l'amour ou au nom de la... Voilà, dans ce contexte. Donc, je voulais en fait savoir, est-ce qu'on doit être catégorique? C'est-à-dire, on est ensemble, je remarque, bon, voilà, elle est hypocrite, elle est ceci. Bon, je dis, bon, donc j'arrête tout. Est-ce que dans ce contexte, on va vraiment parler que j'avais vraiment de l'attirance envers la personne? Si dès lors que je vais voir ce détail-là et je vais tout arrêter. Ok, c'est une très bonne question qui cache beaucoup d'autres questions derrière. Alors, comment je vais répondre à la question? C'est que dans le choix, il n'y a pas qu'un seul élément qui entre en compte. Il y a beaucoup d'éléments parce que vous avez des critères, vous en avez 10. Vous en avez 10, sur vos 10 éléments, c'est à vous de faire le choix, de regarder si la personne a 5 ou 6 ou 7 ou 2 ou 3. Mais la question que moi je pose aux gens qui veulent s'engager, c'est: voici comment il faut réfléchir. Vous devez vous dire, qu'est-ce que mon conjoint ou ma conjointe ne doit pas manquer s'il faut que devienne ma femme ou mon homme? Vous comprenez ça? Oui, c'est-à-dire la condition fondamentale. Voilà, la condition fondamentale, exactement. Exactement. Si cette condition-là est biaisée dès le départ, non, n'y allez pas. C'est là que je parle d'être catégorique. Il y a des choses qu'elle ne doit pas manquer. Il y a des choses obligatoirement. Et si vous n'avez pas ce genre de choses-là, vous ne saurez pas quel type de femme vous devez avoir. Parce que vous risquez de trouver une femme, 10 femmes qui ont à peu près tout ce que vous voulez là. Comment vous faites les choses? Vous vous rendrez maintenant compte que ça devient difficile. Il y a Janine qui est comme ça, elle a un peu aussi de ça. Il y a Cécile qui a aussi un peu de ça. Bon, finalement, qui est-ce que je choisis? On choisit la femme qui ne doit pas manquer certaines choses. Ça, c'est pas discutable. La deuxième chose, c'est que vous devez apprendre qu'on s'engage pas pour, le mot que j'ai envie d'employer ici, c'est pas pour éduquer son conjoint, mais pour renforcer nos éducations. Ça veut dire que quand vous voulez vous engager pour changer une personne, c'est très compliqué. Parce qu'au nom de l'amour, elle va te dire que tu ne me comprends pas, tu ne me soutiens pas. Elle est par exemple impolie, mais vous êtes déjà en couple. Quand elle manque du respect à ton frère, tu es départagé. Si tu es pour ton frère, elle dit tu n'aimes même pas. Chaque fois, tu parles de ta famille. Si tu es pour elle, c'est ta famille qui a le problème. Et tu deviens départagé. Crois un peu.
Par exemple, sur ce point-là de l'impolitesse, c'est résolu pour moi. Par exemple, j'ai en face de moi une sœur et tout ça. Je l'approche, mais on est au restaurant en mangeant. Elle parle mal d'un serveur. Non, mais attends, ça passe pas. On va rentrer, ok, je vais te payer ton transport, et puis on va continuer à parler, mais on met les histoires au clair. Je me rappelle une sœur, hein, chérie, hein? C'était une sœur. C'était une sœur. Voilà. Un jour, on avait un rendez-vous avec un ami. Je lui ai dit, mon cher, viens un peu avec ta voiture, qu'on fasse la course. On fait la course. On arrive là où on était. L'ami, lui, il devait nous rejoindre. Et la sœur dit aux personnes qui devaient nous recevoir que non, celui qui vient, c'est mon chauffeur. Il dit, quoi? Quelqu'un qui nous aide avec sa voiture. Toi, tu dis aux gens que c'est ton chauffeur. Pourquoi on te voit comme? Vous voyez un peu? Dis-moi ce jour, il dit, sans effet. Oui, sans effet. Il y a des choses qui ne peuvent pas. En fait, je pense que ce que je suis en train de dire, c'est il y a des méthodes d'approche qui sont différentes. Votre méthode, c'est une méthode de je l'approche d'abord, on est ensemble, puis je la supporte. Non. Je commence par l'étudier, prendre des décisions, puis je la supporte après. Si donc je dis oui, c'est oui, c'est fini. C'est pas sûr comment. Je dois supporter après avoir étudié tous les paramètres. Et une fois qu'on est passé dans l'engagement, je dois vivre avec. Je dois accepter de vivre avec. C'est pourquoi déjà dès avant, il faut être catégorique. Il ne faut pas plaisanter avant pour commencer à se plaindre après. Non. Au début, il faut être très sévère. Très sévère. Se dire, ça passe pas. Si vous sentez que, pour maintenant rompre avec la personne ou bien lui dire, on ne va pas aller loin, c'est pas très difficile, il faut être gentleman. Il y a des méthodes par-ci, par-là qui peuvent nous aider, mais il faut être très catégorique au départ. Ça vous permettra d'assumer après. En passant, une des dernières choses que j'aimerais vous dire, ça c'est un conseil que je donne, ne vous engagez-vous avec la personne qui va vous faire moins de mal à la tête. Très important. Ça, c'est un élément super important. Moi, par exemple, c'est mon cas, moi, ce que je me disais toujours, je ne peux pas avoir une femme qui va me compliquer la vie. Ça, c'est un point de départ. C'est une évidence. Ouais. Si je sens que cette personne ici, elle peut me pourrir la vie, même si, je ne sais pas, tu es né de la Vierge Marie, toi, ça passe pas. Donc, pour moi, j'estime que la vie est trop courte, la vie est trop difficile pour que l'engagement devienne encore. Non, la vie est déjà difficile. On vit déjà avec des stress. S'il faut que je trouve quelqu'un qui va rajouter des stress, ça sert à rien. Donc, avant de m'engager, j'étais vraiment très regardant, très regardant. Heureusement que Dieu m'a béni, m'a donné une femme exceptionnelle, et en tout cas, qui m'aide vraiment à me reposer. Je peux avoir des stress d'argent, de travail, de ceci, mais au sein du couple, tu en paix. Ouais, sincèrement. Et ça, c'est primordial. Imagine, tu n'as pas d'argent, le travail est difficile, les Chinois, ils sont bizarres, tu dois renouveler, je sais pas, des documents ou quoi que ce soit, et puis tu rentres à la maison, tu n'es pas en paix. Tu vas te suicider. Donc, c'est un peu ça. Une rhétorique? Oui. Ok, d'accord, c'est naturel. Oui. Bon, cette fois-ci, je vais aller un peu plus loin. On parle de l'engagement ici, c'est-à-dire tu décides de vivre avec la personne, entrer dans le mariage et autres. Ça va? Bon, je sais également que lorsqu'on approche une personne, ce n'est pas peut-être parce que je t'approche aujourd'hui pour se marier avec toi demain ou le mois prochain. C'est tout un processus. Parce que peu importe qu'on ne veut ou pas, surtout pour nous, je prends mon cas. Bon, peut-être d'autres hommes non, mais je prends mon cas. Avant même que je puisse approcher une personne pour dire que non, voilà ce que je pense de toi. En fait, moi, je ne me base pas sur un point où j'étais d'abord étudié, après j'étais invité, après. En fait, quand je t'approche, pour moi, je me dis, je viens pour te proposer ça. Ouais. Et
ce que je vais revoir, ce qui va ressortir ce jour-là, pour moi, je me dis, bon, voilà, on essaie de voir. Parce que je sais que, quand même qu'on commence une relation, ce n'est pas pour dire que demain on se marie. Non. Et je ne peux non plus, même si à la première rencontre, je constate que vous avez peut-être un tiers de mes critères, pour ne pas dire 2 tiers, pour que ce soit voilà. Mais moi, donc, je vais peut-être laisser, hein, je vais peut-être accepter ça, hein, de chercher à voir un peu, bon, est-ce que c'est pas possible de cocher peut-être pendant une semaine, d'essayer un peu plus de voir la personne, parce que je pense que l'engagement, ce n'est pas, je viens te voir aujourd'hui, après je te dis, bon, voilà, je te marie, on se marie demain. Parce que pour moi, je me dis, ça fait partie de mes principes. Pour moi, mieux vaut avoir 45 000 relations amoureuses séparées qu'un seul mariage divorcé. Donc, c'est juste pour dire que... Et 45 000, c'est aussi beaucoup quand même. Non. C'est une façon de parler. Hein. On va détruire la terre. Ok. C'est une façon de parler, c'est juste pour dire qu'on doit carrément, quand on s'engage avec une personne, c'est comme vous avez dit, il ne faut pas dire après, je regrette, laisser que non. Pour moi, je me dis, quand on rentre dans le mariage, il n'y a pas un chemin retour. On rentre, c'est pour la vie. Ouais. Donc, il faut vraiment que je me rassure, qu'on mette toutes les conditions sur place afin qu'on se lance. Alors, je reviens à la question pour faire court. Je me dis, je demande, pasteur, je demande, est-ce l'engagement dont vous êtes en train de parler, ou nous sommes en train de parler maintenant là, quand je rencontre la personne, est-ce qu'il n'est-il pas possible que peut-être chemin faisant, je laisse un peu, voilà, c'est-à-dire le temps qu'on est en train de se connaître là, pour mieux appréhender la personne, parce qu'il y a des personnes également qui peuvent te faire ressortir un caractère, tu juges peut-être négatif, voilà, mais parfois en fin de compte, ce n'est vraiment pas ça, cette personne, on ne sait pas qui a influencé ce comportement, on ne sait pas. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, on accepte, j'accepte, bon voilà, ok, on avance, on se met comme ça dans une relation, on cherche à se connaître, et voilà, on va... Ok, je crois que je vais répondre à ça en étalant tout un principe de fonctionnement, comment ça fonctionne, le lien amoureux, le lien relationnel, ça fonctionne comment. J'en ai parlé dans une des vidéos. Voici comment ça évolue. L'engagement n'est pas le point de départ. L'engagement est un point médian, ok, entre le besoin de trouver une personne et l'accomplissement du but du mariage. Je vais expliquer ça. Quand vous commencez à ressentir le besoin d'être en couple avec quelqu'un, vous allez procéder par une échelle. C'est comme une échelle. Okay? Pourquoi on se marie? La question d'abord. Pourquoi on se marie? On se marie, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Pourquoi on se marie? On se marie d'abord pour accomplir notre plein potentiel. Qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se marie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous vous mariez pour un but, n'est-ce pas? Et le but doit être clair pendant que vous choisissez votre conjoint. Maintenant, entre le moment où vous sentez que vous devez vous marier et le moment où vous commencez à accomplir le potentiel, il y a des étapes. La première étape, c'est la rencontre. OK? Dans la rencontre vient avec ce qu'on appelle les sentiments. Vous devez laisser les sentiments naître. Quand vous laissez les sentiments naître, les sentiments vont faire place. Les sentiments, c'est l'accumulation des émotions. Je vous donne un exemple. Nous avons 6 émotions, la joie, la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse, et la peur, la jalousie. OK? Imagine le jour où vous rencontrez la personne que vous aimez, vous la regardez, elle est comme vous voulez qu'elle soit. Vous l'appréciez. Vous êtes surpris d'une telle beauté. Okay? Vous approchez la personne, vous lui parlez, elle parle bien. Deuxième surprise. Ça va un peu du genre. Okay? Vous avez la surprise de la beauté que vous voyez en face de vous. Et puis après, d'ailleurs, au premier début, c'est souvent la surprise. Vous êtes surpris de connaître. Ah, elle parle aussi. Par exemple, elle est de ma ville. Vous avez des points communs. En tout cas, les jeunes, ils passent leur temps. Quels sont nos points communs? Moi, j'aime le chocolat, tout le monde aime le chocolat. Bon, vous écrivez que vous êtes content. Vous êtes content de vous surprendre en train de rencontrer quelqu'un qui partage, ça crée des émotions. Ce sont ces émotions-là qui, quand elles s'entretiennent, vous parlez aujourd'hui, tu es content. Vous parlez demain, tu es content. Vous parlez après-demain, tu es content. Vous parlez. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si c'est pour tout le monde.
On pouvait parler avec elle toute la nuit jusqu'au petit matin. Tout. On parlait, on parlait. Vous ne vous arrêtez pas de parler de ça à tout moment. Et bon, ces émotions-là de joie créent ce qu'on appelle le sentiment. OK? Le sentiment, maintenant, quand il est établi, les sentiments, c'est quand vous vous sentez bien avec la personne. Jusqu'ici, ce n'est pas encore l'engagement. Vous avez toujours le choix. Vous êtes en train de découvrir la personne, vous êtes dans le processus. Après, le sentiment doit vous faire passer des temps de surprise à la découverte. C'est ce qu'on appelle les temps de qualité. Les temps de qualité, ce n'est pas aller au restaurant. Les temps de qualité, c'est savoir parler de choses profondes. Vous parlez de... Vous découvrez. Et c'est là qu'il faut commencer à poser des bonnes questions. C'est en cette période-là que les gens, bon, on sort, on va prendre, on part à KFC. Vous allez vous faire 2 heures à KFC. Vous parlez de rien d'important. Vous mangez, c'est une cantine. Puis vous rentrez à la maison. C'était bien, on a pris de photos. Vous allez même voir des gens qui font 6 mois en train de sortir par-ci, par-là, en prenant des photos. Mais les points qu'ils touchent, c'est que quand je vois tes yeux, quand je... Non, les temps de qualité ne sont pas... Tu me rappelles, voilà, comme le soleil. Voilà. Non, en fait, en ce moment-là, vous n'êtes pas toujours engagé. Vous n'êtes pas encore toujours engagé. Ouais. Vous êtes déjà vous avez vos sentiments. Vos sentiments doivent faciliter les temps de qualité. Vous devez commencer à vous dire des vérités. Comment tu vois la vie? Ok? Comment tu vois ton mari? Comment tu vois ta femme, si c'est une femme qui pose la question? Comment tu vois l'éducation de tes enfants? Quelles sont les choses que tu ne supportes pas chez une femme? Des choses comme... Et là, il faut profiter pour dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire que non, toi, tu es celle qui... Il faut dire. Moi, je n'aime pas ça. Comme il y a les sentiments, ça va couvrir, mais la vérité passe. Et c'est le très bon moment pour faire passer des vérités. C'est là qu'il ne faut pas plaisanter. Et c'est là d'ailleurs que les femmes savent sentir qu'il y a un homme responsable ou pas. Très souvent. Alors, quand ça passe, cette étape-là, il y a l'étape maintenant qui va arriver après, c'est l'étape de les cœurs qui se rapprochent les corps. Quand vous passez beaucoup de temps ensemble, que vous dites beaucoup de choses et que vos cœurs se rattachent, vous commencez à vous rapprocher un peu corporellement. Il y a l'attirance sexuelle qui vient. OK? Alors, quand ça vient, chacun gère comme il veut. Je ne vais pas dire aux gens comment gérer ça. Mais en tant que chrétien, c'est là qu'on sent maintenant que là, ça devient un problème, c'est la tentation. Dans la Bible, nous insistons qu'il ne faut pas connaître la femme avant le mariage. Maintenant, une fois que vous êtes arrivé à ce point-là, c'est là maintenant que vous devez décider. L'engagement devient maintenant une décision. Puisque j'ai des sentiments, ok? J'ai appris à connaître la personne, est-ce que je vais me décider de vivre avec la personne? Parce que vous comprenez. Là, j'ai compris. Ouais. Donc, maintenant, vous avez toujours le choix. Et de là, les gens ne le savent pas, mais vous avez le droit de ne pas continuer si vous ne le sentez pas. Les femmes aujourd'hui disent non, il a profité de moi. Généralement, c'est quand vous arrivez au point où vos corps se rapprochent et que vous profitez d'elle physiquement, qu'elle a le droit de dire après ça. Mais si cette période-là arrive et que vous refusez de le faire, vous avez le droit. Il y a des gens, beaucoup de gens qui se sont finalement retrouvés dans des relations où ils ne savent plus sortir parce qu'il a déjà commis un dégât. Moi, j'avais un frère qui est venu me voir, il dit, pasteur, on a déjà avorté avec cette fille. Je ne sais pas comment, je ne sens pas la relation, mais je ne sais pas comment quitter. Parce qu'elle était trop jeune quand on avait fait ça, et puis elle était enceinte, on est allé, elle a avorté. Je ne sais pas comment elle est, est-ce qu'elle va avoir des enfants, ou je ne sais pas. Si je la laisse, je vais culpabiliser toute ma vie. Je dis, frère, je ne sais pas bien, je te dis quoi? Tu veux quoi? Que je dise encore de l'enceinte, encore qu'on voit si ça va marcher. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent au point où non-retour. Vous devez toujours, dans une relation, vous laisser la possibilité de dire, je n'étais pas arrivé jusqu'au bout, mais je me suis en sorti. Ouais, c'est une possibilité que vous vous donnez à vous-même. Mais quand vous traversez cette barrière-là, ça vous donne vraiment, au moins, que vous soyez vraiment un humain, ça vous donne vraiment des réclamations contre la personne. Spirituellement, ça a aussi des effets, mais d'abord, de manière personnelle, la personne va toujours, si vous êtes un homme normal, vous allez toujours vous culpabiliser de ce que vous avez fait. C'est pourquoi il est vraiment, ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons qui vous permet vraiment de, quand vos corps se rapprochent, vous avez le droit de dire oui ou non, et vous décidez maintenant si vous devez. Ne laissez pas aussi, vous voyez par exemple,
à un certain âge, quand ne faites pas aussi des très longues fiançailles là, ou bien une très longue relation. Parce que ça finit par devenir boring. Quand ça devient boring, vous commencez à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Vous voyez un peu. Par exemple, vous avez fait 6 mois. Ok, dans 6 mois, commencez à clarifier les choses. Quand on est mature, on sait que moi je veux ça. On n'a pas le temps de balloter. On comprend, il y a des cas où les jeunes gens, ils étaient juste amoureux dans leur jeunesse et puis à un moment, pouf, ils deviennent maintenant, ils se réveillent, ils se rendent maintenant compte qu'ils veulent maintenant s'engager. Ils prennent la même fille, ils s'engagent avec. C'est pas mal. Mais dans le cas où c'est vous qui initiez la relation pour le mariage, faites-le dans maximum 1 année. 1 année pour le fiancé, c'est vraiment un bon timing. Maintenant, quand l'engagement vient et ouvre des portes à ce qu'on appelle les problèmes. C'est lorsque vous vous engagez comme ça. Vous vous engagez, quand vous ouvrez la porte, quand vous dites oui, vous ouvrez la porte. Là, vous entrez là-bas. C'est là qu'il y a les vrais problèmes. Donc, avant l'engagement, vous n'aurez pas de problème. C'est dans l'engagement. Par exemple, c'est quand vous vous engagez, que vous allez dans la famille là-bas, que vous découvrez que les types comme vous ne sont pas bons pour telle famille. C'est là que vous découvrez, ah, là-bas, on ne m'aime pas. Ah, donc je n'ai pas beaucoup de moyens. Quand vous entrez seulement dans la belle famille, vous dites, est-ce que je vais résister? C'est là maintenant qu'on vous sort des phrases, est-ce que toi tu sauras prendre notre fille Elle t'aime, hein? Mais la famille, comment te dire, est-ce que toi tu sauras prendre notre fille tu sauras la prendre soin d'elle? Ou ma tante avait dit, ma tante ne t'aime pas. C'est là que les vrais problèmes, les vrais problèmes, pas les problèmes, non, tu ne m'as pas écrit, tu as vu mon statut, tu n'as pas répondu. Les vrais problèmes. Les problèmes il faut maintenant payer la dot, il faut maintenant faire. Les problèmes vont s'entendre des problèmes avec P majuscule. Et quand vous n'avez pas fait le bon choix avant les vrais problèmes, vous allez vous embourber dans les petits problèmes là de tu as fait 2 jours, tu ne m'as pas écrit, tu as vu mon message, tu n'as pas fait. Vous voyez un peu? Alors, à ce moment-là, l'engagement vous ouvre les portes des problèmes. Les problèmes vont vous révéler vos moyens. Quand vous êtes au début là, dans l'école là, c'est pourquoi il faut même parler de ça vraiment, les moyens que vous avez, véritablement. Parlez à la femme ou à l'homme que vous avez de vos véritables moyens. Parce que quand les problèmes vont venir, c'est là que tu sauras que tu as l'argent ou que tu n'as pas l'argent. Et elle aussi saura maintenant que ce gars is broken. En fait, si tu es broken, il faut déjà d'avant là-bas, déjà dire. Parce que ça permet de préparer, en fait. Ça permet que la relation à l'engagement soit déjà fluide et claire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je donne juste le principe avant de répondre à la question. Donc, quand vous vous engagez, vous découvrez vos véritables problèmes et vous découvrez vos vrais moyens. C'est là que vous sentez que mon argent, ça ne fait rien du tout. Ouais, vous commencez à dire, je pensais que 2000 quoi, c'est beaucoup, mais donc ce n'est rien du tout. C'est là que vous commencez à dire, la vie est comme ça. Et quand vous n'avez pas fait le choix d'être très rigoureux au départ et que vous avez trouvé une fille, par exemple, matérialiste, ou il y a une génération de femmes, j'ai l'impression que c'est une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération de femmes différentes de nos mères, des femmes qui ne veulent plus aider les hommes. Il y a une nouvelle génération de femmes comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué ça. Il y a une nouvelle génération de femmes qui disent l'homme doit se battre seul. Ça commence à devenir un peu en vogue. Et les femmes vivent pour elles-mêmes. Et quand vous n'avez pas, par exemple, de moyens, n'allez pas choisir, par exemple, une femme comme ça. Et ça, il faut le découvrir non pas dans l'engagement. Il faut le découvrir avant là-bas. Dire, cette femme ne va jamais m'aider. Cette femme ne va jamais me soutenir. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui, hein, qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, elle est maquillée, comme ça. Mais si tu t'approches là-bas, tu vas faire ça. Même pantalon là, tu vas vendre. Donc, tout ça là, ce n'est pas dans l'engagement qu'il faut le découvrir. Parce que si tu vas le découvrir dans l'engagement, c'est trop tard. C'est très compliqué. Donc, c'est avant qu'il faut. En fait, c'est comme ça que ça se développe. Non, c'est que j'ai beaucoup compris. Surtout le côté où vous avez un peu parlé avant l'engagement. Parce que je m'embourbais un peu plus dans les idées. Je fais que je me disais peut-être, donc le fait que je m'approche, j'approche. Donc là, ce n'est pas encore l'engagement. Là, au moins, j'ai un peu. Et je crois qu'il faut. C'est pourquoi ma vision, c'est laquelle? Que Semaine Love devienne carrément, avec le temps, Dieu nous aide,
carrément un ministère de formation où on a des sœurs et des frères tous assis, on les aide. Okay? On les aide à leur mettre en couple. Bien. Mais bon, déjà, ces enseignements permettent aux gens de bien se mettre en couple. OK? On les aide aussi, même ça aussi. Il y a des gens qui ont. Exactement. On fait des maths. C'est la blague. Mais aussi, mais surtout aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés mentalement. C'est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est que les gens qui ont peur du mariage pendant que le mariage est bien. Le mariage est bien quand vous le comprenez et quand vous savez pourquoi vous vous mariez. Nous focalisons beaucoup sur comment nous marier, mais pas pourquoi. Or, c'est le pourquoi qui donne la force du comment. Si tu sais pourquoi tu fais une chose, tu sauras comment la faire. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de gens ne sont pas juste préparés mentalement et ça cause beaucoup de soucis. Martha, c'est une question? Ah ben, oui, j'ai une question, mais c'est pas en rapport avec sa question. Bon, moi, je voulais juste savoir, dans le mariage chrétien, les coutumes, la culture, ça va à combien de pourcents? Genre les principes, la façon de vivre, les habitudes et tout ça. Par exemple, on vient d'une famille où, par exemple, il faut servir ton homme, il faut t'agenouiller, ou bien nous, on ne mange pas, par exemple, séparément. Ou bien, donc, ces genres de cultures-là, en tant que chrétien, ça va à combien de pourcents? Et est-ce que aussi est-ce que tout est applicable? Ok, très bonne question. Je vais la répondre avec en deux aspects. Premièrement, je vais répondre dans l'aspect coutume et culture. C'est deux choses qui sont un peu différentes. Parce que coutume, c'est comme une législation. La coutume est législative. Même la loi reconnaît la coutume. Il ne faut pas dire que vous êtes marié si vous n'êtes pas marié coutumièrement. Donc, la loi elle-même, la législation, reconnaît la coutume. Mais s'agenouiller, ça même si tu t'agenouilles, mais la loi, on ne va pas t'arrêter pour ça. C'est là qu'on parle de culture. Okay? La coutume, il faut la respecter parce que la coutume honore les parents. Et la coutume a des limites. La coutume, c'est quelque chose qui a des limites. Par exemple, pour le mariage, chez nous, on donne ça. Ça ne veut pas dire parce que je suis chrétien, ne donne pas ça. On donne seulement, ça passe. Je parle plus dans le... Donc, à part, en fait... La culture. Oui, quand vous êtes déjà dans le mariage, on suppose déjà qu'il y a eu la dot et autres. Ça, on respecte. Dans le fonctionnement, en fait, du couple. Voilà. Dans le fonctionnement du couple, là, on doit parler de culture. Très important. Parce que la culture, ce sont les habitudes. Or, notre cerveau fonctionne avec les habitudes. Nous fonctionnons tous avec des habitudes. Même ce qu'on appelle aujourd'hui notre culture. Nous avons des nouvelles cultures maintenant. Des cultures occidentales. L'impérialisme, tout ça, ça vient. On ne peut pas renier le fait qu'on a des cultures. On en a, même si c'est des cultures blanches, ce sont des cultures. Des cultures des télévisions. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui giflent leur mari. Quelle culture? Je me demande s'il faut aussi copier cette culture-là. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. Vous avez le choix de vivre votre vie comme vous l'entendez. Ça, c'est vraiment un choix. C'est une liberté. Je disais à quelques frères une fois, je leur disais, le mariage vous donne la liberté. Ils ont dit non, c'est impossible. J'ai dit oui, parce que vous avez maintenant, dès le moment où vous vous mariez, vous avez le choix de vivre comme vous voulez. Et si vous voulez bien vivre, vous devez être d'accord. Voilà pourquoi il déclare deux hommes ne marchent pas ensemble sans être d'accord. Donc, la culture du couple vient par le couple lui-même. Dans la manière dont ils vivent, c'est le couple qui vous-même devez la liberté de choisir. Maintenant, en tant que chrétien, vous devez imposer votre manière de vivre. Par exemple, chez nous, à la maison, moi, je n'ai jamais vu papa à la cuisine. Hein? Jamais. Donc, je suis né, je ne sais pas si même quand je vais mourir, je le verrai à la cuisine. Jamais, même si, il n'entre jamais. Il va s'arrêter à la salle à manger, il va commencer à appeler les gens. Dis, entrez là-bas, demandez à votre maman, c'est quoi. Jamais. Mais nous, aujourd'hui, on entre quand même. Moi, je suis dans ma cuisine et tout ça. Bon, j'attends encore d'avoir des enfants comme ça. Je quitte aussi ces histoires-là. Mais au moins pendant qu'il en a besoin, j'ai besoin de passer par la cuisine. Il y a des choses que, dans la culture de nos parents, ils ne faisaient pas.
nous, on peut le faire, soit par amour, soit par compassion. On n'est pas obligé de vivre... En fait, on n'est pas obligé de vivre comme nos parents, mais on n'est pas non plus aussi obligé de renier tout. Il y a des choses qui peuvent nous protéger. Il y a des choses dans la culture de nos parents qui peuvent nous protéger. Par exemple, nous, chez nous, on disait une femme ne peut pas gueuler son mari. Elle ne peut pas hausser sa voix. Quelle est raison ou tort? Cette culture-là peut donner la longévité à un couple. Mais quand dans un couple, c'est novelas. L'homme parle et la femme parle. Et surtout aujourd'hui, qu'on a, dans la culture d'aujourd'hui, on a amicalisé la relation. Moi, je dis toujours à ma femme, écoute, je suis ton ami, je ne suis pas ton camarade. Il faut mettre la différence. Je suis ton ami parce qu'on est des confidents. Je ne suis pas ton camarade. Ça fait nuance. Ça fait qu'il y a des moments où, quand tu me vois, il faut oui, mais il faudrait qu'on en arrive là. Je suis ton ami, on parle, mais je ne suis pas ton camarade. Donc, camarade là-bas, c'est les gens de la chorale, ou camarade. Il y a des limites entre amis, il y a des limites aussi avec camarades. Donc, c'est juste pour mettre la nuance. Mais quand vous ne mettez pas de limites comme ça, vous pouvez être... Aujourd'hui, les femmes gueulent leur mari, hein, malheureusement. Aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent même dire à son mari, attention, attention. Ah. Dans la culture d'aujourd'hui, tout est banalisé, l'homme, l'égalité des sexes, tout ça. Ça tue le fonctionnement du couple. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est à vous de décider, mais il y a des choses qu'il faudrait garder comme sacrées. Par exemple, le respect, la manière de parler, les colères, il faut bien savoir les gérer, les mésententes, il faut savoir les gérer. L'argent, par exemple, financièrement parlant, ma femme peut, par exemple, elle a un deal il est arrivé même 2 fois, elle a eu des deals un peu, on fait un deal, la personne préfère travailler avec quelques mois. Je dis, ok, travaille avec elle. Et à la fin, elle gagne l'argent. Mais moi aussi, j'en gagne, mais j'en gagne un peu moins qu'elle dans ce truc. Avant qu'elle ne fasse n'importe quelle dépense, elle vient avec l'argent. Mon mari, l'argent est là. Et c'est à moi maintenant de lui dire ce qu'il va faire avec son argent. Si je veux manger ça, je mange. Ce sont les avantages liés à être mari. Les avantages que Dieu nous a donnés naturellement. Donc, si je veux manger son argent, je vais manger ça. Elle est là. Elle le sait et la culture me permet. C'est la culture. Mais la culture blanche ne permet pas ça. La culture d'aujourd'hui ne permet pas ça. Mais dans la culture noire, elle permet ça. Et elle sait, moi je le sais. Et on est d'accord avec ça. Que son argent, j'en ai le pouvoir. Mon argent, j'en ai aussi le pouvoir. Mais non, en tant que personne humaine, ok, on a l'argent. Moi, je suis très détaché à l'argent. Je dis, ok, d'accord, tu as combien? Non, moi, j'ai 100 francs. Toi, tu as combien? Moi, j'ai 20 francs. Ok, toi, moi, il y a quoi? 120 francs. Mais non. Vous voyez? Pour ceux qui nous suivent en anglais, bon, et qui aussi n'écoutent pas le seul, mais quand même, c'est pour rire. C'est pour dire qu'on peut mettre le tout. Après, on est en couple. On est une équipe. On ne va pas faire les dépenses, chacun de son côté. Non, on fait toutes les dépenses là. Tu as besoin de quoi? Non, moi j'ai besoin de ça, ça, ok, prends. Ça, on a besoin de quoi? Ça, c'est pour la maison, ça, c'est pour... Vous faites les dépenses avec l'argent que vous avez eu ensemble. Donc, c'est comme ça. C'est que je peux répondre. La culture est aussi importante. Vous devez décider de mettre votre propre culture dans votre propre couple. Oui, une question? Oui. Ok. C'est concernant le couple. Comment gérer ce genre de problème quand, par exemple, mon homme, il a la perspective du mariage, par exemple, pour lui, il est romantique, il aime trop passer du temps, temps intime, l'amitié, tout ça là. Mais par contre, moi, la perspective que j'ai du mariage, c'est quand nous nous battons, quand nous avons des, comment on dit, des querelles entre nous, c'est là que je sens que non, il m'aime. Comment gérer ces genres de problèmes pour que nous puissions avoir une même perspective du mariage? Oh, très bonne question. C'est rare, mais ça arrive. La plupart des fois, c'est dans les femmes. Il y a des femmes qui aiment les querelles. Il y a des femmes qui aiment s'embrouiller. C'est rare, mais ça existe. Généralement, les femmes... d'ailleurs, vous devez savoir, vous les femmes, que
la plupart des hommes façonnent leur caractère par rapport à ce qu'ils entendent des femmes. Ça, on devient dragueur par rapport à ce que les femmes nous proposent. Mais très peu de cas, les femmes aiment la violence. Très peu de cas. Il y a des vraiment... Mais c'est très peu de cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut parler. Il faudrait parler. On dit le faire aiguise le fer. C'est au contact du fer que le fer s'aiguise. Quand vous aurez assez de problèmes, vous allez commencer à vous comprendre. Et c'est une école. C'est une école. On appelle ça des problèmes sentimentaux. Ok? Par exemple, vous aimez vous quereller. Mais la question c'est... Bon, c'était juste l'exemple. Oui. Oh, merci. C'était juste l'exemple, mais pas moi. alors, je crois qu'il faudrait sûrement en parler pour que ça soit un peu plus clair, que vous puissiez marcher dans un seul esprit, une seule pensée. Il y a des couples qui naturellement se battent. D'ailleurs, les couples qui se battent beaucoup, souvent, ils durent aussi longtemps. L'homme est foudjard, la femme est comment, mais ils font des enfants et puis ils vieillissent ensemble. La question, c'est quels sont les sujets sur lesquels vous allez vous disputer? Ça encore. Il y a des sujets qui sont un peu minimisables, qu'on peut comprendre, ils sont disputés puis ça passe. Il y a des sujets, quand ça devient récurrent, il y a certains sujets, quand ça, par exemple, dans le manque de respect. Je crois que d'une manière comme d'une autre, les hommes ne supportent pas ça. Soit ce que la femme aime ou pas, toujours. Si ça, bon, je sais pas, je ne me vois pas, moi, dans cette catégorie des hommes. Je me suis toujours demandé comment ils réfléchissent ces hommes. Ils boivent, ils fument. Comment ça fait que ces hommes-là supportent des femmes querelleuses? Donc, c'est très difficile, mais je pense qu'ils doivent parler. Ils doivent parler. Je disais dans une des vidéos, un couple de 2 personnes droguées fonctionne bien. Si vous prenez 2 personnes droguées, des voleurs, des bandits, qui sont ensemble, ça fonctionne souvent bien. Parce qu'ils ont des points communs. Ils vont s'entendre même sur la drogue. Ils vont s'entendre dans leur manière de réfléchir. C'est-à-dire que, comme on a... Oh là, je sais pas là. Il sait que si la personne commence à se comporter comme ça, elle a juste envie de créer de l'ambiance. En fait, ça, c'est un autre langage. Mais il y a des endroits où ça devient sérieux. Il y a des endroits où ça devient vraiment sérieux. Et là, c'est vraiment un problème. Yeah. Et là, donc, ça veut dire qu'ils s'amusent des fois. Yeah. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais prendre deux dernières questions, s'il y en a. Ok, toujours dans le cadre du couple, on dit l'homme, c'est le chef de la maison et tout. La femme, c'est l'aide, en fait. Ouais. Et on sous-entend aussi que c'est l'homme qui prend les dernières décisions, en fait. Ouais. Toutes les décisions et tout. En tant que femme, en tant que ton aide, si par exemple je sens que chaque fois par exemple que je dois te donner par exemple quelques remarques ou bien t'aider, je sais que ça là ça ne marche pas, je sens qu'il y a toujours des résistances ou bien ça s'est fait passer comme si je m'oppose à toi. Quelles sont les stratégies que vous pouvez donner à une femme que faudrait faire comme ceci ou comme c'est genre ou bien parler à orienter ton homme? Il y en a deux. Il y a deux stratégies que peut donner à cette personne-là. La première des choses, c'est de toujours accepter de se noyer avec lui. C'est pour ça qu'on se marie. Généralement, il arrive des fois, bon, moi dans mon cas aussi, il arrive des fois où tu peux proposer une idée. Ok? Donc, tu vois, ici, il faut faire ça. Et puis, vous avez des résultats, la personne refuse. Vous avez des résultats négatifs. Il faut accepter de te noyer avec lui. Dans le sens où, par exemple, vous avez 500 renminbi, ok? Et puis, vous devez prendre une décision. Proposer une idée, il les refuse. Et vous perdez cet argent. Quand les résultats arrivent, ne dites pas « tu as perdu ». Il faut dire « nous avons perdu ». Et il faudrait que cette perte se ressente dans les autres domaines de votre vie et
accepter que lui et vous puissiez subir ça. Accepter, il faut toujours accepter. C'est la première chose qu'il faut faire. Il faut toujours accepter que sa perte, on va la subir ensemble. C'est pourquoi je viens à dire qu'il faudrait, par exemple, en termes d'argent ou quoi que ce soit, de toujours mettre l'argent ensemble là. Faire des projets, voir l'argent, c'est comment. Quand vous subissez une perte, la personne qui est en face de vous sait que ça va entraîner des... En fait, voilà. Deuxièmement, voici ce qui nous manque peut-être aujourd'hui dans notre culture d'aujourd'hui. Je pense que c'est l'égalité un peu, qui est un problème. La manière de proposer l'idée ou la manière de s'opposer. Dans les deux sens, c'est très important. Quand je parle de la manière, je vois la méthode, le timing, okay, le moment. Et aussi, moi, par exemple, quand je travaille avec des gens, je ne sais pas si ceux qui travaillent avec moi le savent, je propose beaucoup que décider. Je dis, est-ce qu'on peut faire ça? On était là, j'étais là. J'avais mon idée en tête, mais j'estime toujours que je ne suis pas le plus intelligent. Ça, c'est moi dans ma manière de fonctionner. J'estime toujours que je n'ai pas la meilleure idée, je ne suis pas le plus intelligent. Mon idée peut être une bonne idée, mais elle ne peut pas s'appliquer là maintenant. Donc, moi, en tant que chef, d'ailleurs, un bon chef, celui qui demande conseil avant même de donner sa décision. Donc, je peux pas décider, je peux déjà avoir ma décision en tête. Mais avant de la décider, je dis, écoute, on ne peut pas faire ça. Tu trouves comment si on fait ça? Je l'écoute d'abord. Ok? Peut-être que dans ce qu'elle dit, j'aurais déjà modifié ma décision déjà avant que ça ne devienne un problème. Vous voyez? Ça, je le demande vraiment aux hommes, même aux femmes. Quand tu as une idée, demande son opinion avant. Parce que toi, tu as le temps de réfléchir, de parler, de penser, tout ça. Mais viens proposer ton idée. Ah, j'ai pensé à ça. Qu'on fasse comment? Tu penses comment? Quand elle donne son idée, déjà, je vois dans ce que je voulais faire. Par exemple, je me rappelle, il y a un jour, je voulais faire un don à quelqu'un. Et puis, j'ai dit, mais si on faisait, mais tu as oublié qu'on doit faire ça. Il dit, oui, j'avais déjà oublié. Mais imagine que je dise, bon, dis, prends ça, c'est moi l'homme. Fais ça. Elle va faire, mais ça va peser sur nous. Donc, dans la manière de vivre en couple, vous devrez toujours vous dire que vous n'êtes pas le plus intelligent, vous n'avez pas la maîtrise de toutes choses. C'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un à qui dire qu'est-ce que tu penses. Écoute, viens un peu chérie. Tu penses quoi de ça? Ça quoi? Ah, toi aussi, tu commences encore ces histoires. Je t'avais dit que nous avons ça et ça et ça et ça. Ah, tu as raison. Bon, maintenant si on faisait ça, parce que je tiens vraiment à faire ça. Bon, on peut séparer comme ça. C'est comme ça qu'un couple fonctionne. C'est comme ça que la communication, d'ailleurs, dans un couple est vraie. Ce sont des propositions qu'on se fait. On se propose, je te propose ça, tu me proposes ça, je te propose ça, tu me proposes. Et si vous avez souvent l'attitude de proposer, vous verrez que vous n'aurez pas vraiment beaucoup de problèmes. Si c'est décision, c'est très compliqué. Alors, une autre chose, dans la communication, dans le pourquoi on se marie, vous devez dire à votre partenaire, déjà dès le départ, les choses qui vous tiennent à cœur. De sorte que, de fois, il va faire des compromis pour vous faire plaisir dans les choses qu'il sait que ça va vous faire plaisir. Il peut accepter de faire un sacrifice parce qu'il sait que non. Par exemple, ma fiancée ou ma femme aime, par exemple la mienne, elle aime faire des commerces, par exemple. Il y a des moments où je dis, bon, prends ça, fais tes commerces. Juste pour lui faire plaisir. Parce qu'au lieu qu'elle vienne me le demander, parce que ça lui tient à cœur, je commence même à penser à ça déjà bien avant et ça coule. Je pense que c'est un problème de manière de communiquer qui cause un peu problème. Vous avez dit qu'il y avait 2 dernières questions, n'est-ce pas? Oui, 2 dernières, oui. On y va avec la dernière. Nous sommes déjà presque à 1 heure du temps. Ok, d'accord. Bon, mais moi, ma question, c'est toujours dans le même sens. C'est celle de savoir, concernant l'engagement, après que vous aviez expliqué en long et en large, d'ailleurs, j'ai beaucoup compris. Je vous en remercie. Je vous en prie. Alors, est-ce que, dans le point de vue, en étant chrétien, bien sûr, avant de s'engager, après que vous avez constaté tout, voilà, c'est bon, tout est OK, bon, voilà, tu t'es dit, là, je dois vraiment me lancer. Est-ce qu'il est toujours important, voire même obligatoire, de chercher à faire des tests de compatibilité, de ces choses-là, voilà, avant que, c'est-à-dire après que tu te dis, bon, là, ça va.
est-ce que ces tests-là sont toujours primordiaux de le faire avant de rentrer au mariage ou bien au nom de l'amour, ou bien on est chrétien, bon voilà, on peut le que faire. pensez-vous à ça? C'est un sujet très, très complexe et qui a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Ma réponse sera celle-ci. Si je me retrouve moi dans un cas comme ça, je ne sais pas comment je vais réagir sur le coup. Mais voici ce qu'il faudrait se dire. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ça pour elle? Et qu'est-ce que je gagnerais avec elle si je sacrifiais ça? Si vous comprenez. Par exemple, vous êtes AS ou l'autre est AS aussi. Et que vous pouvez avoir des enfants SS. Et c'est la personne qui est en face de vous donne tellement la joie de vivre que vous pourrez vivre avec elle en souffrant avec des enfants malades. Si vous en êtes capable, allez-y. De toutes les façons, vous n'aurez pas dans la vie tout ce que vous voulez. Des gens qui se sont mariés et puis après, ils n'ont pas eu d'enfants. Vous voyez? Mais ils découvrent dans le mariage qu'ils doivent vivre avec. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va divorcer pour chercher une autre femme? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a des couples qui ont tenu malgré les problèmes. C'est à vous de vous dire, est-ce que je suis prêt à sacrifier ceci pour cette personne? Et c'est là, c'est une décision personnelle. C'est vraiment la qualité de vie que vous avez avec la personne qui vous donnera une bonne réponse. Ceci, il y a des gens qui, c'est même pas à discuter. Hein. Moi, pour ma femme, quoi qu'il advienne, je reste avec elle. C'est là que vous sentez que l'amour est une autre chose. Si la question se pose et qu'il y a de doutes, il faudrait ramener la personne dans cette dimension de lui dire, est-ce que tu es prêt à sacrifier, par exemple, ta vie? Il y a des femmes qui ont épousé des hommes malades. Est-ce que tu es prête à épouser, à vivre avec cette maladie jusqu'à ce que l'amour? Je sais pas. C'est l'amour qui va répondre. Ce qui revient à dire qu'il n'est pas exclu qu'on fasse, faire des tests. Exactement. Parce que bon, tu peux avoir quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui te pourrit la vie avec autre chose. Donc le bonheur est d'ailleurs dans ce que l'on ressent quand on est avec la personne qu'on aime. Tu peux voir quelqu'un qui est tout le temps malade dans des hôpitaux par-ci par-là, mais la personne l'aime comme ça. Et il est prêt à la voir peut-être rester juste à ses côtés pour souffrir avec elle. Donc, c'est juste demander à la personne si elle est prête à sacrifier certaines choses pour la relation. C'est la même chose comme il dit là. Par exemple, vous partez, vous faites un test et vous vous rendez compte que peut-être que ton homme n'est pas capable. Donc, maintenant, il ne peut pas s'élever d'enfant. Peut-être qu'il n'est pas capable, juste. Donc là, tu choisis. Tu choisis si tu veux être compagnon. Voilà. Il faut faire des compromissions. Après tout, la vie est compliquée. Hein? La vie est compliquée. La question ne peut même pas se poser dans le sens où il peut être Adonai avant, et puis dans le couple il devient El Shaddai. Il était capable et puis il n'est plus capable. Qu'est-ce que tu fais quand il devient plus capable? Donc ce sont des questions que seul l'amour peut répondre. Et ce sont des questions que seul l'instant T peut répondre. Par exemple, vous quittez avec quelqu'un de beaucoup de souffrance. Vous avez souffert avec la personne, vous en arrivez à ce point-là. Vous avez l'impression de dire, je ne peux plus vivre une autre vie. Je n'ai que ça comme vie avec elle. Donc, je ne m'imagine, si vous me donnez une autre vie, vous me tuez encore. Donc, c'est seul l'amour peut répondre à ce moment. Et puis, c'est un instant, vous ne pouvez pas prévoir ça. Même si je vous donne une réponse maintenant, quand vous arriverez dans ces conditions-là, ce sera difficile. Ce que vous ressentirez sur le moment sera décisif. Donc, c'est un peu ça.
Oh, j'ai été En comblé. tout cas, moi, j'ai même... Oui. Ça a été un bon moment et je suis vraiment reconnaissante et contente de participer. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, nous vous disons merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi à toute la grande famille qui est avec nous. Je dis merci à nos techniciens qui sont patients avec nous. Des fois qu'ils nous donnent plus de temps que prévu. Et nous avons une deuxième série seulement aujourd'hui et je pense que vous allez retrouver de nouvelles personnes. On va encore recevoir des gens. Nous aurons le temps de repartager. Je vous dis merci à vous de nous avoir passé ce moment merveilleux. C'est à nous à vous de vous remercier. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Nous vous disons merci. Nous vous retrouvons à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Likez, partagez. Ciao, ciao. Merci.